Diabète sans réponse pour mieux comprendre et soigner sa maladie, c'est ce que nous promet l'ouvrage du professeur Bonnet. On lui pose tout de suite quelques questions. Professeur Fabrice Bonnet, vous êtes diabétologue au CHU de Rennes et auteur de Mieux vivre avec un diabète chez Marabout. Pour être complet, je précise aussi que vous êtes chercheur. Sur quoi portent vos recherches? C'est plus une recherche épidémiologique. C'est à la mode avec le Covid, mais sur donc des populations de patients qui vont devenir diabétiques ou qui sont devenus diabétiques. Alors, le diabète, ça concerne 5 millions de personnes en France, 10% des plus de 65 ans. Pourquoi on devient diabétique? Alors, il y a une part de facteurs héréditaires, constitutionnels, mais une partie importante va être liée au surpoids, à l'obésité, à l'alimentation, à la sédentarité, le manque d'activité physique, et puis parfois d'autres paramètres, d'autres facteurs intercurrents, et le vieillissement en l'occurrence, qui vient augmenter le risque et le développement du diabète. À quel âge on commence à se préoccuper de notre diabète? Alors, on peut voir, les diabètes de type 1 peuvent arriver chez des tout jeunes enfants, dès l'âge de 6 mois. Le diabète de type 2, qui est la grande majorité du diabète en France et dans le monde, c'est plutôt autour de la cinquantaine. Mais on voit un rajeunissement de l'entrée dans le diabète, à la fois pour le type 2 et aussi plus de cas de type 1 également. À cause de l'alimentation, probablement. Oui, des facteurs environnementaux aussi, et certains qu'on ne connaît pas encore très bien, notamment pour le type 1, mais une grosse partie liée à l'alimentation et au mode de vie pour le type 2. D'où les recherches. Oui, bien sûr. Ah, voilà. Alors, comment on le dépiste, ce diabète? Analyse de sang, analyse d'urine, quels sont les bons chiffres? Oui, le diabète, c'est l'élévation de la glycémie donc dans le sang, du taux de glucose, au-delà d'un seuil arbitraire qui a été fixé par des normes, qui est de 1,26 g à jeun. Donc normalement, c'est une prise de sang à jeun. Après, on peut aussi regarder une glycémie au-delà de 2 grammes, signe un diabète de toute façon, quelle que soit l'heure de la journée. Et puis, il y a les analyses d'urine qu'on fait en médecine du travail ou au cours de la grossesse. Normalement, on ne doit pas avoir de sucre dans les urines, et s'il y a du sucre, ça traduit le plus souvent la présence d'un diabète. Le diabète. Alors, on va replanter le décor, parce que vous avez parlé de diabète de type 1, de type 2, il y a le diabète gestationnel aussi, et il y a le prédiabète. Alors, racontez-nous tout ça. Alors, le type 1, donc, c'est plus rare, environ 8% de l'ensemble des diabètes. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a une attaque par des auto-anticorps, des cellules du pancréas qui sécrètent de l'insuline. C'est donc un diabète insulino-dépendant. Ce sont des patients qui sont obligés d'avoir plusieurs injections d'insuline par jour ou une pompe à insuline, et un diabète qui ne guérit pas et qui nécessitera de l'insuline toute la vie. Mnémotechnique, type 1, insulino-dépendant. Exactement, Voilà. c'était l'ancienne appellation. Voilà. Le diabète de type 2, qui était l'ancienne appellation de non-insulino-dépendant, eh bien, apparaît plutôt avec le vieillissement, l'âge, mais on voit de plus en plus de diabète de type 2 dès l'âge de 17 ou 18 ans également. Et là, il y a plutôt une résistance à l'insuline. L'insuline est sécrétée, même parfois trop, mais elle fonctionne moins bien. Et la glycémie monte, donc dans les deux cas, il y a une élévation de la glycémie, c'est bien un diabète. Le prédiabète, on n'est pas encore diabétique, Exactement. mais on n'est pas loin d'y être, C'est ça? le clignotant orange, c'est juste avant. Donc, et ça, c'est vraiment pour le diabète de type 2, des glycémies entre 1 g et 1,26 g. Et donc, il y a encore des choses à faire, beaucoup de prévention. On peut éviter le diabète, donc c'est intéressant. Et c'est là où la modification du style de vie est primordiale. Le diabète gestationnel. Alors, c'est un diabète qui apparaît uniquement au cours de la grossesse. C'est assez fréquent, 10 à 15% des femmes en France, qui va disparaître après l'accouchement et qui traduit un trouble du métabolisme du glucose qui explique la montée de la glycémie. Mais il se traite également très bien par des mesures diététiques et parfois par un peu d'insuline. Je suis diabétique. Est-ce que diabète de type 2, on va parler du type 2, celui qui concerne plus généralement la population, est-ce que je peux guérir de mon diabète? Oui, il y a des cas de rémission qui durent. Alors, c'est assez rare, ça s'est vu lorsqu'il y a des pertes de poids importantes chez des sujets qui étaient très obèses. On parle d'obésité morbide et ça se voit notamment après la chirurgie de l'obésité, où il y a des pertes de près de 30, voire 40, 50 kilos. Dans ce cas-là, Faire des bypass, des exactement, choses comme ça. exactement. Dans ce cas-là, on a observé une normalisation des glycémies dans les jours qui suivent l'intervention. Et cette disparition du diabète, alors entre guillemets, ou rémission, peut être prolongée.
S'il y a une reprise de poids dans les années qui suivent, et puis le vieillissement, mais là qu'on ne peut pas freiner, le diabète peut revenir, mais de manière plus atténuée, moins sévère. Donc c'est vrai que la guérison du diabète peut se voir, mais attention, souvent la prédisposition au diabète persiste. Mais donc on peut en tout cas avoir un diabète sévère qui devient moins sévère, un diabète qui disparaît temporairement, quitte à ce qu'il revienne peut-être plus tard. Donc rien n'est vraiment figé, ce qui est un message plutôt positif. Alors, prise en charge pour chacun de ces diabètes, essentiellement de type 2 d'ailleurs, on va parler du type 2. Quel type de molécules, de médicaments, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait attention à son alimentation, pas vraiment le mot régime, mais une alimentation équilibrée, diversifiée. Mais ces mesures dites hygiéno-diététiques sont importantes. Plus d'activité physique, moins de sédentarité, ça aide déjà à faire baisser les glycémies. Et puis, quand c'est nécessaire, et c'est souvent le cas, des médicaments, un bon vieux médicament qui s'appelle la metformine, qui est utilisé depuis plus de 30 ans et qui est tout à fait efficace. Et puis d'autres classes thérapeutiques, des médicaments, des sulfamides hypoglycémiants, des médicaments plus récents qui sont efficaces et qui ne donnent pas d'hypoglycémie, des injections, mais des injections une fois par semaine qui ne sont pas de l'insuline et qui aident parfois à maigrir, à avoir moins d'appétit, et puis de l'insuline qui parfois peut être nécessaire dans le diabète de type 2 aussi. L'insuline, alors qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous le mécanisme de l'insuline pour les Alors diabétiques. l'insuline, c'est une hormone donc sécrétée par le pancréas, c'est une hormone nécessaire à la vie, hein. Sans insuline, on meurt. Et cette hormone permet la rentrée du glucose dans les cellules pour qu'il soit utilisé, oxydé, brûlé ou stocké pour nos besoins futurs. Quand on est à jeun, on a besoin de larguer du glucose, donc il faut stocker le glucose pour ces situations. Et c'est le foie notamment qui fait ça. L'utilisation du glucose a lieu plutôt dans les muscles. Donc l'insuline est absolument primordiale. Et dans le diabète de type 2, eh bien, cette résistance à l'insuline fait qu'elle marche moins bien. Ce serait comme une clé qui rentrerait moins bien dans la serrure et il en faudrait un petit peu plus pour qu'on arrive enfin à ouvrir la serrure qui serait l'entrée du glucose. Donc, dans ce cas-là, on essaye de diminuer cette résistance à l'insuline. Et puis, si vraiment ce n'est pas suffisant, parfois, on apporte de l'insuline, ce qui peut être le cas dans le diabète de type 2. Mais c'est différent du type 1 où là, il n'y a plus d'insuline du tout. Voilà. Et est-ce que ça ne suffit pas parfois l'insuline? On apporte de l'insuline, vous dites. Ça peut ne pas suffire parce que quelqu'un qui est assez résistant à l'insuline, on peut apporter, et il y a des patients parfois qui s'inquiètent en disant j'ai plus de 100 unités d'insuline par jour et mon diabète est toujours déséquilibré. Et donc et on peut les comprendre, un peu désemparés en disant cette insuline, elle ne marche pas sur moi. C'est souvent une question de dose, il faut monter la dose ou aider à ce que l'insuline marche mieux, et ça peut passer par une perte de poids, des médicaments qui améliorent la sensibilité à l'insuline, une modification, parfois l'alimentation peut aussi un petit peu aider, mais ça, c'est des grandes résistances à l'insuline qui nous posent problème à nous cliniciens. Ça fait 2 fois que vous parlez du poids. Poids et diabète, c'est vraiment lié? Oui, c'est lié. On sait que le risque de devenir diabétique est beaucoup plus important si le patient a une obésité ou un surpoids. S'il y a une perte de poids, généralement, les glycémies s'améliorent. Donc, il y a des liens très étroits entre poids, notamment le tissu adipeux, donc la matière, la masse grasse, notamment au niveau du ventre, viscéral, et le risque de diabète, et même l'équilibre du diabète. Il y a un rapport entre l'IMC et le diabète? Au-delà de quel IMC on doit s'inquiéter? Alors, souvent, les patients prédiabétiques ont un IMC entre 25 et 30, c'est-à-dire le surpoids. Ça ne veut pas dire que tous les patients entre 25 et 30 seront diabétiques, bien entendu, mais le risque est plus augmenté plutôt qu'un IMC dit normal à moins de 25. Et puis il y a aussi un paramètre qui est le tour de taille, avoir de l'adiposité au niveau abdominal, un tour de taille augmenté, plus de 80 cm pour les femmes, 100 cm pour les hommes. On sait très bien que ça c'était une mauvaise graisse et c'est associé à une augmentation du risque de diabète. Ok, donc alors, quelques chiffres clés, hein, plus de 100 cm pour les hommes, IMC entre 25 et 30 et un taux de glycémie au-delà de 1,26. Au-delà d'un 26 ou déjà au-delà d'un gramme 10 à jeun, ça évoque un prédiabète. Voilà, on a déjà quelques repères, quelques chiffres clés. L'activité sportive, ça joue un rôle? Oui, un rôle très important, notamment dans le prédiabète, mais même à des stades plus évolués. En fait, l'activité physique permet d'utiliser beaucoup mieux le glucose, ça diminue cette résistance à l'insuline qui nous embête, et donc le taux de sucre va diminuer. Les patients peuvent le voir après une marche rapide, un peu de vélo, leur glycémie va être plus basse. Alors, ça dépend, c'est pas dans tous les cas, mais généralement, c'est ce qui se passe. Et on sait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que la prévention du diabète marche bien lorsqu'on fait une activité physique régulière dans le temps, pas forcément très intense.
Ça veut dire quoi, pas forcément très intense? Ben, Parce qu'on entend tout sur mais l'activité oui, physique. On entend il faut faire oui. plus de 10 minutes par jour, il y en a qui disent plus de 20 minutes par jour, il y en a qui disent pas forcément tous les jours. Enfin, c'est quoi? Il ne faut pas être enfermé justement dans ces recommandations. Ce qui est important, c'est de bouger davantage, mais de manière plutôt répétée et chronique. Quelqu'un qui ferait que le samedi un effort physique, c'est pas mal, mais entre-temps, les muscles vont s'atrophier un petit peu, l'organisme. C'est certainement bien mieux si on peut faire 10 minutes tous les jours, par exemple, que 2 heures le samedi. Mais il y a des efforts de type endurance, donc la marche, le vélo, la natation, qui sont tout à fait bénéfiques. Mais on s'est rendu compte aussi que la musculation, le renforcement musculaire, avec des séquences courtes de 10 minutes, par exemple tous les jours, avait un bon effet sur la prévention du diabète ou sur les glycémies. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui préfèrent faire de la musculation. Et également des efforts de résistance, également, courts et assez intenses, augmentent la vascularisation et l'efficacité du muscle. Donc tout type d'effort, du moment qu'il est, finalement, ce n'est pas une fois de temps en temps. Tout type d'effort est bon. Alors, il y a quelque chose aussi qui joue un rôle déterminant, hein, c'est l'alimentation. Alors, l'alimentation, on est allé rencontrer un expert en nutrition qui s'appelle Pierre Joyot, qui est le co-auteur avec Cyril Laporte, qui est un oncologue de la nouvelle révolution alimentaire, et on lui a demandé quelques conseils concernant notre alimentation. On voit ça tout de suite. Comment accompagner le patient diabétique et spécifiquement aujourd'hui pour cette interview, le diabétique de type 2? Alors, on va se concentrer sur les 3 repas de la journée qui vont être très structurants, en commençant par le petit déjeuner. Le petit déjeuner du patient diabétique et notamment diabétique de type 2 doit être plus protéiné que glucidique. Il faut éloigner le patient diabétique d'un petit déjeuner type pain, beurre, confiture, pâte à tartiner, céréales sucrées, chocolat au lait, café très sucré, etc. Donc, on va le guider vers un petit déjeuner protéiné. Par exemple, un petit déjeuner à l'anglaise avec 2 œufs, des herbes, des épices, une tranche de pain complet et un fruit coupé en morceaux plutôt qu'un jus de fruits. Et on va le guider aussi vers une consommation de boissons chaudes non sucrées, café, thé, infusion, lait d'amande, lait de noisette, lait d'avoine, peu importe. On va s'éloigner très fortement d'aliments très sucrés le matin. Ensuite, cela nous amène au repas. Les repas sont essentiels pour rééquilibrer le patient. Le conseil principal à donner à notre patient diabétique, c'est pas un repas sans légumes. Et ensuite, dans l'assiette, toujours plus de légumes que du reste. C'est cet équilibre-là qui va permettre de limiter l'impact de l'index glycémique important des féculents présents dans l'assiette. Donc, qu'est-ce qui va accompagner ces légumes très assaisonnés avec plein d'huile, plein d'herbes, plein d'épices, plein d'aromates? Eh bien, ça peut être des féculents. On va favoriser les céréales complètes à index glycémique un peu plus faible que les céréales raffinées. Et on va aussi conseiller le patient sur une cuisson plutôt al dente pour là aussi limiter l'impact glycémique de ces aliments-là. On va aussi guider le patient vers une consommation plus importante de légumineuses, lentilles, fèves, haricots blancs, haricots rouges, etc. Si cet équilibre-là et cette association-là est respectée à chaque repas, avec aussi possible œufs, poissons et viande, on va permettre au patient de réguler sa glycémie petit à petit. Ensuite, on va parler des grignotages. Le patient diabétique a souvent eu et a souvent encore une alimentation trop sucrée qui a favorisé des addictions. Et ça, il faut le prendre en compte dans la consultation. Il faut donc essayer de respecter cela chez le patient. Comment faire? On va le guider sur une consommation d'aliments qui vont là aussi permettre de créer un équilibre lorsqu'on va grignoter. Donc, on va guider le patient vers une consommation de fruits sans restriction au début, c'est important. De noix, noisettes, amandes, chocolat noir à 70% de cacao minimum. Et si vraiment il est très difficile pour le patient de se priver, alors on lui dira, en plus de tout ce que je viens de citer, vous pouvez vous autoriser un petit plaisir sucré. C'est ça qui est très important pour ne pas frustrer le patient et que petit à petit les choses se mettent en place. Le diabétique de type 2 se doit d'avoir une alimentation très saine et très équilibrée pour, en plus des médicaments, l'aider à réguler sa glycémie sur le long terme. Alors, est-ce qu'il nous donne des bons conseils, Pierre Joyot? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Non, non, c'est très clair et justement, il y a à la fois l'aspect
ne pas se restreindre, de garder un élément plaisir. Il a vraiment tout à fait raison. Enfin, moi, en tout cas, je suis sur cette même ligne. Autrefois, c'était vraiment, et encore trop souvent pour nos patients, je ne peux plus prendre de dessert, je ne peux plus me faire plaisir. L'entourage, parfois, joue un rôle un peu délétère. C'est très anxiogène et c'est très négatif. Et même, y compris pour les patients qui ont besoin. Alors on peut dire tout de suite le grignotage c'est teinté de négatif, mais de temps en temps de manger entre les repas, tout à fait d'accord avec lui sur les oléagineux, les noix de cajou, des choses comme ça, qui permettent d'ouvrir des perspectives plutôt que d'en restreindre. Alors justement, quelques questions rapides. J'ai le droit au sucre ou pas? Oui, mais pas trop, et puis on peut jouer sur les types de sucre et avec quoi on les associe. Donc déjà, c'est pas binaire oui ou non. Quid des substituts sucre? Les édulcorants, Oui. ils peuvent être utiles, notamment pour confectionner des desserts, pour remplacer les boissons très sucrées. Oui, on peut les utiliser. Quel pain choisir? Ah, alors éviter le pain blanc, le pain avec une mie trop légère, trop aérée, un pétrissage trop rapide. La fameuse farine avec le Exactement, c'est c'est ça? très important. Donc le pain complet, mais il y a aussi le pain aux céréales, le pain bis, c'est important. Et le pain au levain que j'aime bien parce qu'il a un index glycémique plus bas. Donc on peut prendre un petit dessert, vous avez dit oui. Oui, de temps en oui, temps. tout Oui, à un fait. petit dessert. Privilégier avec des fruits, Oui. mettre moins de sucre, plutôt des desserts maison, c'est toujours mieux, et parce qu'on peut contrôler ce qu'on met dedans. Et donc, il y a un champ des possibles. Sorbet ou glace? Ou rien. Voilà, c'est déjà bien. Sorbet, c'est encore mieux. La charge glucidique est plus faible, mais par rapport à d'autres desserts, 2 boules de glace peuvent être raisonnables. Ok. Il y a des aliments interdits? Pas vraiment. Alors après, des sodas plein pot, extrêmement sucrés, et notamment en grande quantité, plusieurs fois, là je dirais vraiment On n'a pas le droit. s'en déshabituer. Alcool et sucre? Un peu d'alcool, ce n'est pas un problème, avec modération. Le vin, notamment, n'a pas d'effet négatif et il y a même certains effets avec des polyphénols, avec modération. Mais ce n'est pas parce qu'on est diabétique, quand les patients me disent « je ne bois plus », on n'est pas obligé d'arrêter de boire avec modération, encore une fois. Conduite à tenir en cas d'excès, parce que de temps en temps on fait un petit excès. Oui, c'est de se dire dans les jours qui suivent ou les repas suivants, je me mets en mode plutôt diète plus légère, plus frugale, un peu plus de légumes, de fruits, un peu plus d'activité. Déjà, une promenade après un repas festif, ça peut être sympa, et on va brûler un peu de sucre. Voilà. L'index glycémique, Pierre en parlait. Qu'est-ce que c'est l'index glycémique? En fait, ça reflète la capacité des aliments à faire monter la glycémie. Donc c'est très important pour le patient diabétique parce qu'il a repéré déjà depuis longtemps que quand il mange des dattes, par exemple, eh bien, la glycémie va monter en flèche, alors que quand il mange un peu de pain complet, ça monte moins. Donc certains aliments font plus monter que d'autres. C'est lié à l'absorption digestive, à la sécrétion d'insuline, à beaucoup de paramètres. Mais c'est un bon repère pour les patients pour choisir des aliments qui sont moins hyperglycémiques. C'est la capacité d'un aliment, ça a été étudié de manière standardisée chez des patients non diabétiques, à faire monter le taux de sucre dans les 2 heures qui suivent son absorption. Index glycémique, ça nous amène à hyper ou hypoglycémie. Qu'est-ce que c'est l'hypoglycémie et quelle conduite à tenir pour l'entourage en cas de malaise hypoglycémique? Ça fait toujours peur, l'hypoglycémie. Alors, l'hypoglycémie, c'est la baisse du sucre dans le sang. Le cerveau n'aime pas, il détecte bien entendu, et il y a des symptômes. On ne se sent pas bien, comme une sorte de malaise, on a une faim intense, on peut avoir des tremblements, des sueurs. On a envie de s'asseoir, il y a des signes, on ne tombe pas dans le coma comme ça, et si vraiment la glycémie baisse de manière importante, ça peut finir en coma hypoglycémique. Ça, c'est surtout lié aux patients qui ont de l'insuline, il y a eu trop d'insuline, et ça peut donner des hypoglycémies importantes. Certains médicaments dans le type 2 peuvent aussi favoriser des hypoglycémies, mais donc il y a des signes, et dans ce cas-là, le patient doit se resucrer avec un peu d'eau sucrée, un peu de sucre ou un peu de pain. Et l'entourage, en tout cas, peut alerter sur des signes en disant « tu n'as pas l'air dans ton assiette, il se passe quelque chose, tout va bien, vérifie ton taux de sucre ». Et puis, si vraiment le patient est inconscient, il faut appeler les secours. On ne meurt pas et donc il faut pas s'affoler. Mais on peut aussi faire une injection de glucagène, mais il faut en avoir à la maison. Mais en tout cas, à ce moment-là, pour qu'il y ait une injection de sucre en intraveineuse qui puisse se faire, mais on ne meurt pas d'une hypoglycémie, mais il faut appeler à ce moment-là quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de confondre hypoglycémie et ils se disent « oh là là, si il fait un malaise et que je lui donne du sucre alors qu'il est en hyperglycémie, ça va être encore plus grave ». Est-ce qu'on peut confondre? Alors, dans l'hyperglycémie, il n'y a pas vraiment de symptômes et il n'y a pas de malaise. Donc, si on n'est vraiment pas bien et que c'est plus une hypo
qu'une hyper. Alors, certains patients, quand même, quand ils montent, lorsque leur glycémie monte, ont quelques signes, mais qui ne sont pas vraiment des signes de malaise, et il n'y a pas en soi de coma hyperglycémique. Il y a une décompensation, c'est l'acidocétose dans le diabète de type 1, mais avec des signes digestifs, etc. Donc, quelqu'un qui est vraiment pas bien et qui est diabétique, ça peut être plus l'hypo à écarter en premier que l'hyper. Voilà mon message. Est-ce que le poids de l'hérédité dans le diabète est important? Oui, il l'est, et il l'est surtout dans le diabète de type 2. Quand il y a deux vrais jumeaux, généralement, si l'un devient diabétique, eh bien, il y a 90% j'allais dire de chance, mais c'est plus de risque que l'autre le soit. Dans le diabète de type 1, l'hérédité est beaucoup plus faible, alors que souvent, c'est l'opinion inverse qui est dans l'opinion. Mais donc, il y a un poids de l'hérédité, mais ce qui ne veut pas dire non plus que dans la famille, toutes les personnes seront diabétiques et qu'on peut moduler cette hérédité aussi par l'activité physique, l'hygiène de vie, l'alimentation. L'hérédité, la génétique et le comportement, l'épigénétique. Donc Exactement. on n'est pas, c'est pas une fatalité Ce l'hérédité. n'est pas forcément une fatalité, oui, exactement. On peut se dire, je suis plus à risque parce que dans ma famille, je sais qu'on est volontiers diabétique. Donc, les conseils, ce sera surveiller mon poids, éviter surpoids, obésité, éviter une sédentarité et une alimentation déséquilibrée qui favoriserait d'ailleurs la prise de poids. Voilà des conseils qu'on peut donner. Et on peut y échapper. Oui. Voilà. Quand ça se complique, le diabète, qu'est-ce que c'est les conséquences? Alors, le diabète, en fait, avoir un taux de sucre élevé, il n'y a pas de symptômes. S'il est vraiment très élevé, on a plus envie d'uriner et on a soif. Mais sinon, c'est totalement indolore. D'où la difficulté. Et le diabète, c'est en fait les complications du diabète qui sont liées à l'hyperglycémie pendant des années, des dizaines d'années. Et ces complications, ça peut être au niveau ophtalmo, une atteinte rétinienne, au niveau du rein, qui peut conduire à une insuffisance rénale. Et puis, ça favorise aussi la neuropathie diabétique. Et le diabète, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que le risque d'infarctus est augmenté chez un patient qui a un diabète. Et puis, s'il a en plus un tabagisme ou une hypertension associée. On parle, alors quand c'est très très grave, il peut y avoir des lésions, il peut y avoir, ça peut aller jusqu'à des amputations, Oui, c'est ça? amputations, une cause de cécité, si la Ça, c'est rétinopathie, plutôt le diabète de type 1 ou les deux. les deux? Les deux, parce que c'est vraiment lié à une hyperglycémie qui a été importante pendant plus de 10 ans. Et donc, alors, ça peut se dépister, il y a des bilans à faire régulièrement pour pouvoir dépister ces complications et les traiter. Et on peut les prévenir au maximum avec un bon équilibre glycémique. Diabète et sexualité, qu'est-ce que ça change? Alors, c'est une question qui n'est pas suffisamment abordée par les patients, parfois ils n'osent pas toujours. Alors, le diabète, l'hyperglycémie chronique peut avoir un impact. Ça peut être une cause de dysérection chez l'homme, parfois de baisse de la libido associée, mais on peut faire quelque chose, on peut déjà le dépister, il y a des médicaments qui peuvent aider, on peut vérifier aussi le taux hormonal de testostérone, on peut, mais notamment s'il y a la présence d'une neuropathie par exemple, ça peut gêner chez l'homme, mais chez la femme on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une certaine altération possible au niveau des sensations, du plaisir, plus d'infections urinaires ou génitales, mais également ça peut se traiter, il y a des choses qu'il faut l'aborder pour pouvoir aider ces patients et ces patientes. Il faut savoir choisir entre ces petits plaisirs, hein, soit beaucoup de dessert, soit un peu de sexualité. Donc le mieux, c'est d'équilibrer entre les deux. Hein. Alors, quelques questions rapides, on arrive à la fin de l'émission. Les diabétiques, ils doivent se faire vacciner contre le Covid? Oui, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'effet indésirable lié au diabète. Les diabétiques ont des conséquences plus importantes des infections, et notamment des infections pulmonaires, des infections virales, notamment on le sait pour la grippe. C'est-à-dire que parfois, il y a eu un certain nombre malheureusement de patients diabétiques qui sont morts des complications du Covid. Ce qui était surtout vrai pour ceux qui avaient une obésité associée. Moins le type 1, mais plus le type 2. Donc le vaccin est efficace chez eux, ils ne sont pas immunodéprimés, et donc il est conseillé. En 2 minutes, on arrive à la fin. Demain, quels espoirs pour les diabétiques? Objets connectés, ça va nous aider. Les greffes d'îlots, la thérapie cellulaire. Les greffes d'îlots, ça existe. C'est complexe. C'est pour des types 1 avec un diabète très instable, mais ça nécessite un traitement immunosuppresseur. Mais il y a eu des avancées quand même assez importantes. Il y a ce qu'on appelle la boucle fermée ou le pancréas artificiel, en fait, avec une pompe connectée qui arrive à capter le taux de sucre et à adapter elle-même le débit d'insuline pour des diabètes plus de type 1 également très instables
est difficile à équilibrer. Il y a vraiment des révolutions technologiques, mais aussi dans la facilité de surveiller son taux de sucre. Il n'y a plus besoin forcément maintenant de se piquer le bout du doigt pour vérifier sa glycémie. Ça peut se faire avec un simple lecteur qu'on passe sur la peau. Et il y aura encore dans les années à venir des progrès pour améliorer la qualité de vie et puis la qualité des soins des patients diabétiques. En 30 secondes, la thérapie cellulaire, ça va aider ou pas? C'est encore un peu préliminaire parce que les cellules omnipotentes, ça peut aider pour régénérer des cellules qui sécrètent de l'insuline. Sans doute un jour, mais quand, c'est difficile de le savoir. Eh bien, écoutez, professeur Bonnet, merci d'être passé sur le plateau, hein, donc, sans réponse pour comprendre sa maladie et mieux soigner au quotidien. Voilà, c'était le titre de votre ouvrage. Vous ne nous avez pas donné les 100 réponses, mais vous en avez donné quelques-unes. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Faites-vous plaisir, mais sans excès. Oui, on peut arriver à bien traiter un diabète et c'est important de bien vivre avec un diabète. D'où l'origine de ce livre, en fait, pour accompagner les patients, ne pas s'interdire trop de choses et arriver à maîtriser, à vivre avec la maladie sans ni se culpabiliser. Et c'est sans doute une des recettes pour avoir un meilleur équilibre. Voilà, merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.